BFM Business, BFM Crypto, le club. Pauline Armandet nous rejoint à l'instant. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Notre journaliste BFM Crypto. Et tout à l'heure, à suivre à 18h, la newsletter BFM Crypto, comme chaque lundi. Chacun peut s'abonner, bien sûr. Et vous êtes tous les bienvenus. Cette newsletter, Pauline, est gratuite. Voilà. Ah, c'est bien, on l'a fait de conserve, là. Et Vincent Bois aussi avec nous, analyste technique pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravis de vous retrouver Vincent en direct. Comment se porte le cours du Bitcoin qui tout au long des dernières semaines a tapé, s'est cogné sur la barre des 25 000 $. On est actuellement à 23 659 $, Vincent. Oui, en effet, le Bitcoin a reculé un peu avec notamment les chiffres vendredi dernier, tente le rebond de concert avec les indices américains ici, mais il semble que pour le moment ce rebond manque un peu d'énergie, donc il faut se maintenir pour conserver ce rebond et aller tester une nouvelle fois ces 25 200. Je rappelle, tant qu'on on ne se maintient pas au-delà des 25 200, il va être difficile de valider un scénario haussier. Ici, en revanche, si on revient en arrière à plus court terme, 23 300, attention, si on vient dépasser, recasser ces niveaux, eh bien, on peut voir cette tentative de rebond très court terme être réduite à néant et repartir à la baisse. Le niveau de support, ce sont les 21 400, ancien plus haut avant FTX, avant l'affaire FTX. Tant qu'on se maintient à moyen terme au-delà de ce niveau, on peut tenter une nouvelle fois, voire plusieurs fois, d'aller chercher les 25 200. Attention en revanche, sous ce niveau. Vincent Bois depuis IG en direct avec nous. Alors un coup d'œil aussi au cours de l'Ether, on est actuellement 1647 $. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagnés. Et puis dans l'univers du Web3 au sens large, il y a aussi les NFT. Pauline, vous étiez la semaine dernière au salon NFT Paris qui s'est tenu au Grand Palais éphémère, c'était vendredi et samedi dernier. Quelle ambiance avez-vous ressenti ? Alors vraiment très bonne ambiance. Il y avait aussi beaucoup de monde parce que, et notamment j'ai eu les chiffres là confirmés ce matin de la part des organisateurs, il y avait plus de 18 000 personnes au salon donc sur les 2 jours contre 600 l'an dernier. Alors ça fait un grand écart assez impressionnant. Sur place, évidemment, il y avait toutes les startups de l'écosystème et notamment les licornes françaises qui opèrent dans les cryptos et dans les NFT. Je pense notamment à Ledger ou encore à Sorare, avec donc la tenue de stands pour ces startups, mais aussi de conférences. Tout était d'ailleurs en anglais parce que c'était un événement qui se voulait aussi évidemment international, bien qu'il se tienne sur Paris. Et il y a même eu la visite un peu surprise de Brigitte Macron. Qui avait envie de découvrir un peu l'univers des NFT et rencontrer les artistes. Donc, elle est venue sur place, rencontrer les acteurs et faire quelques selfies. Elle a fait montre d'une certaine curiosité. Vous parlez de Brigitte Macron, tiens, on peut établir un lien avec le gouvernement, puisque Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot était sur place, dans l'écosystème crypto, au cœur de ce salon consacré aux NFT. Et Pauline, vous l'avez interrogé. Oui, il nous a donné une interview. On l'a interrogé sur la stratégie du gouvernement français en matière de crypto-monnaie et de NFT. Et ce qu'il a confirmé déjà, c'est que la France, elle est aux avant-postes de cette nouvelle innovation qui est le Web3. Il a rappelé que la France a fait émerger des géants, notamment les licornes Sorare et Ledger. Il a aussi vanté le régime donc des PSAN, des prestataires de services sur actifs numériques, qui a été obtenu jusqu'à présent par une soixantaine d'acteurs, dont des géants comme Binance. Et il a expliqué que la France avait encadré effectivement les crypto-monnaies, que c'était un système, donc le régime PSAN, qui avait été notamment inspiré, l'Europe s'était inspirée de ce régime pour pouvoir aussi créer sa propre réglementation. Et ce que nous a expliqué le ministre du Numérique, c'est que la France voulait aussi être à l'avant-garde en matière d'encadrement des NFT et de la finance décentralisée, notamment en introduisant aussi une réglementation qui soit équilibrée entre la protection des investisseurs et des épargnants, tout en luttant contre des domaines évidemment nécessaires comme la lutte contre le blanchiment d'argent ou encore développer ces technologies. Oui, et l'idée et la philosophie, c'est de réglementer en amont pour éviter les mauvaises surprises en aval, comme celles qu'on voit en ce moment aux États-Unis, où les régulateurs sont en train de sortir du bois et de tout réglementer, en tout cas de sanctionner ou d'empêcher le développement de certaines solutions, comme ça, au coup par coup. Et du coup, la réglementation se forge comme ça, mais de façon un petit peu très aléatoire pour les acteurs de l'écosystème aux États-Unis. Alors qu'ici en Europe, c'est vrai que peut-être qu'on veut trop réguler, j'en sais rien, mais il y a peut-être du coup un peu plus de visibilité quand même pour ceux qui baignent dans l'écosystème. Et du coup, vous avez aussi interrogé le ministre sur
en France, l'enregistrement renforcé des PSAN, adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques semaines, cet enregistrement renforcé qui va entrer en vigueur au mois de juillet prochain. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est vraiment en lien avec notamment ce scandale et cette chute du géant crypto que la France a voulu aussi avancer en matière d'enregistrement de ces sociétés crypto. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un régime qui se dit renforcé dans le sens où les sociétés, pour pouvoir exercer en France, vont devoir être davantage transparentes sur certains critères, notamment avoir une communication non trompeuse vis-à-vis des clients, avoir une politique interne de gestion des conflits d'intérêts ou notamment expliquer qu'elles peuvent faire face à des cyberattaques. Et en fait, le gouvernement a expliqué que malgré cette adoption côté Sénat et Assemblée nationale, qui fait que le régime entrera en vigueur en juillet, eh bien, le gouvernement, lui, aurait préféré plutôt que ce système entre en vigueur un peu plus tard. Donc, notamment à la fin de l'année 2024, pour être aussi un peu en lien, sans doute, avec le régime européen qui souhaitait encadrer les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement n'était pas hyper raccord avec ce qui a été adopté, mais il se dit quand même content de la vigueur et de la vitalité de l'écosystème. Bon, Jean-Noël Barrot, interview à retrouver dans la newsletter BFM Crypto. Et alors, vous consacrez dans cette newsletter un long format à la reine des cryptos. C'est ainsi qu'elle s'autoproclame. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Ruja Ignatova. Voilà, c'était écrit. Je voulais vous laisser la responsabilité de la prononciation. Ruja Ignatova, autoproclamée reine des cryptos. Et ça méritait un long format, Pauline ? Oui, parce qu'on a voulu s'interroger sur les mystères autour de sa disparition. En fait, pour rappel, donc c'est une femme qui est en fait à la tête de la plus grosse arnaque crypto au monde, dans la mesure où elle a arnaqué avec sa fausse crypto-monnaie OneCoin des millions d'investisseurs pour un total de plus de 4 milliards de dollars. Donc ça va même au-delà de l'affaire FTX en termes d'arnaque crypto. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand son système, et notamment du OneCoin, il s'est avéré qu'on a compris que c'était un système de Ponzi, donc qui arnaquait complètement les investisseurs. Elle a disparu des radars en 2017 et depuis, on n'avait plus de nouvelles. Et là, très récemment, il y a un journal bulgare qui a expliqué qu'elle aurait été assassinée sur un yacht par un baron de la drogue. Donc un an après sa disparition. On a des nouvelles comme ça, mais un mois avant, la BBC disait que cette reine des cryptos serait sortie d'une cachette et serait finalement vivante. Donc les mystères autour de cette dame. D'accord, bon, écoutez, c'est ce long format qu'on vous propose. La newsletter BFM Crypto, c'est intéressant, à ce monde nouveau qui se forge avec ses codes et puis ses contrariétés aussi. C'est Dallas quand même encore, l'univers crypto, c'est le Far West. Mais oui, mais les États-Unis n'ont pas le monopole du Far West d'ailleurs, on le dit souvent sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto à suivre et à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement, on vous le rappelle, à partir de 18h tout à l'heure. Vincent Bois, lui, nous accompagnait depuis IG. Et on rappelle aussi le cours du Bitcoin, on est actuellement à 23 600 $, un peu plus de 1 640 $ pour ce qui concerne l'Ether.